Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de gens. Que ce soit nous personnellement, un membre de notre famille, un ami ou encore un collègue, ici au Québec comme partout dans le monde, c'est une réalité qui touche de plus en plus de gens. À l'émission aujourd'hui, on va parler de cancer. Moi, Véronique, il y avait une statistique qui m'a vraiment frappée. En 1940, on parlait d'un taux de survie de 25 %. Puis aujourd'hui, ce taux de survie-là est à 60 %. C'est un bond énorme. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça. Ça prend des fonds, ça prend de la recherche pour trouver des traitements. Puis ces fonds-là ne sont pas amassés, ça ne tombe pas du ciel, cet argent-là. Il y a des organismes qui s'investissent pour créer des événements, organiser des activités. On parle par exemple du Téléthon, du Relais pour la vie, de la Cérémonie des Lumières. Ce sont toutes des choses qui permettent d'amasser ces fonds-là et de poursuivre la recherche. Mais aussi, c'est une occasion pour les proches ou les gens qui ont été atteints ou de rendre hommage aux personnes qui en ont été victimes du cancer, de reprendre un peu de pouvoir sur cette maladie-là, de se mobiliser, puis qu'ensemble, on se dise, on va trouver un remède au cancer. Oui. Parce qu'effectivement, Vanessa, on veut vaincre cette maladie-là. Et derrière ça, derrière ce combat-là, il y a beaucoup de gens qui s'investissent, tu le disais, hein? Et on va rencontrer aujourd'hui Mme Sylvie Laveau de l'organisme la Société canadienne du cancer de la région de la Mauricie. Et il y aura 2 proches aidantes avec elle dont la réalité est vraiment touchée par cette maladie-là. Alors, bienvenue à Un aidant, une histoire. Et oui, on parle d'une réalité qui touche de plus en plus de gens. On le disait au Québec, mais aussi partout dans le monde. On parle de cancer. Aujourd'hui, on a avec nous une dame dont le métier, en fait, est de se centrer sur cette réalité-là. On parle avec Sylvie Laveau de l'organisme Société canadienne du cancer dans la région de la Mauricie. Bonjour, Madame Laveau. Donc, votre métier, des histoires de cancer, de la prévention, de la promotion, ça fait partie de votre quotidien. C'est mon quotidien, oui. Je rencontre les gens, autant les personnes atteintes que les aidants, pour parler des services. Et je parle aussi de prévention, défense d'intérêt public et relations avec les professionnels de la santé. Tantôt, Vanessa le disait en introduction, il y a une statistique qui nous surprend, puis heureusement, parce qu'elle nous surprend positivement, on dit qu'aujourd'hui, les gens survivent davantage au cancer. En 1940, on disait 25 % des gens survivaient. Et aujourd'hui, la statistique est à 60 %. Au-dessus de 60 %. Il y a des efforts derrière ça. Hein? Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans les recherches pour justement arriver à guérir, à donner même des meilleurs soins, que la façon de le soigner soit plus facile à vivre pour les personnes atteintes. Et nous, la Société canadienne du cancer, on est l'organisme de bienfaisance qui donne le plus à la recherche au Canada. Je trouve que c'est important de le dire parce que les gens ne le savent pas. On investit beaucoup. On a 30 % de notre investissement qui se fait en recherche. Mais pour aller chercher ces fonds-là, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de mobilisation. On parlait un peu plus tôt, ça prend, il y a des événements comme le Relais pour la vie, par exemple, la Cérémonie des Lumières. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que ça prend pour toute organisation de mobilisation? Ça nous prend beaucoup de monde, ça nous prend beaucoup de bénévoles. On a 3000 bénévoles au Québec qui nous aident. Dans tous ces événements-là, on a différentes façons de ramasser des sous. C'est sûr que le Relais pour la vie, pour nous, est le plus gros bailleur de fonds. C'est une soirée qui est une activité qui dure 12 heures, donc de 7 heures le soir à 7 heures le matin. Il y a des équipes qui s'inscrivent, qui viennent marcher, qui prennent l'engagement de marcher, qu'il y ait au moins une personne de l'équipe qui marche pour ramasser des sous. Et en même temps, c'est une façon de souligner, de mentionner que le cancer ne dort pas. C'est pour ça qu'on fait ça de nuit aussi. C'est une grosse soirée. Symbolique. C'est vrai, oui. Et dans l'activité comme telle, il y a plusieurs symboliques. On est là pour célébrer, pour lutter, puis rendre hommage aussi. Le Relais pour la vie. Le Relais pour la vie. Nous, à la Société canadienne du cancer, on célèbre la vie. On est là pour avoir une vie, que les gens aient une vie encore plus grande, ou au moins avoir une meilleure qualité de vie. Préserver cette qualité de vie. Oui, puis avoir une meilleure qualité de vie. C'est pour ça qu'on fait du soutien. On est auprès d'eux aussi, il y a de l'écoute, de l'information. Mais au niveau du Relais pour la vie, c'est vraiment de rendre hommage à ceux qui malheureusement nous ont quittés, mais on célèbre aussi ceux qui ont vécu, qui l'ont combattu ou qui le combattent présentement
C'est des grosses énergies, c'est des grosses journées pour eux. Fait que nous, c'est important de leur dire, regarde, on est là. Vous n'êtes pas seuls là-dedans. Il y a du monde avec vous. Fait qu'on célèbre aussi les survivants, les aidants qui sont là, qui sont très importants aussi dans le quotidien des personnes atteintes. Puis, vous en parliez un peu tantôt, au-delà des organisations de ces événements-là, vous faites aussi du soutien beaucoup pour les personnes qui sont atteintes, mais aussi pour l'entourage, les proches aidants. Puis c'est important. À quel niveau est-ce que vous vous impliquez? Bien, on a du soutien psychosocial. C'est-à-dire, les gens ont la possibilité de faire du jumelage téléphonique. Donc, soit avec une personne atteinte qui ont vécu le même type de cancer. Pour les aidants, c'est la possibilité de parler avec un aidant qui a vécu ça aussi. C'est intéressant de pouvoir dire... Comme du parrainage, c'est ça? C'est un peu du parrainage. C'est vraiment se donner la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui est déjà passé par là. De dire, bien, regarde, moi, en tant qu'aidant, là, je suis fatiguée, mais de se faire dire par un autre aidant, bien, c'est normal. Moi aussi, j'ai vécu ça. Puis, tu as le droit aussi, en tant qu'aidant, d'aller te chercher de l'aide. Tu as le droit, en tant qu'aidant, de penser à toi. C'est-à-dire, il y a cette forme-là d'aider aussi. On a des groupes de soutien mensuels, qui est important aussi, qui est une autre forme d'échange. On a notre site, notre communauté en ligne, qui est parlonscancer.ca, qui est encore de l'échange, autant pour les personnes touchées, bien, pour toutes les personnes touchées, là, autant les personnes atteintes que les aidants. On a notre service d'information sur le cancer, qui est très important aussi, où ce que les gens peuvent aller chercher des réponses à leurs questions. N'importe quelle question en ligne. Okay. Il y a notre site cancer.ca où ce que les gens peuvent poser des questions, mais il y a le téléphone aussi qui est intéressant parce que, bon, on peut avoir une réponse à notre question, mais en ayant notre réponse, il y a d'autres questions des fois qui viennent. Puis on est conscient qu'une question, pas de réponse, il n'y a rien de pire. Quand on est capable, quand on est capable d'autant d'aider la personne atteinte, mais de l'aidant aussi, de dire, bien, c'est-tu normal, là? Moi, ma personne que j'aide, là, elle réagit de même ou c'est quoi qui arrive après? Là? C'est quoi sa prochaine étape? Là, elle a commencé à chimio, bien après, qu'est-ce qui arrive? C'est-tu normal qu'elle perde ses cheveux? C'est combien de temps ça va prendre? Tu sais, c'est tous des genres de questions, les rumeurs, les fameuses rumeurs qu'on entend, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Donc, nous, on se base sur les recherches, on est capable de dire aux gens, bien, c'est prouvé scientifiquement ou ça ne l'est pas prouvé scientifiquement. Donc, le service d'information sur le cancer qui prend beaucoup de place, qui fait beaucoup aussi de références. C'est-à-dire, si nous, on l'a pas ce service-là, bon, on va référer un autre organisme qui donne ce service-là. On n'a pas de problème avec ça. L'important, c'est que les gens soient soutenus. Donc, on a de l'aide financière. On a le prêt de prothèse capillaire aussi qui est là pour aider les dames qui perdent leurs cheveux. Pour un 20 $ de dépôt, ils ont une prothèse capillaire qu'on leur prête pour le temps qu'ils en ont besoin. On a une maison d'hébergement à Montréal aussi. Là, je vous défile ça rapidement. J'ai l'impression que je déroule. Non, mais c'est méconnu. Puis on sent que c'est essentiel aussi. Puis on sent que vous faites une différence dans la vie des gens, je pense vraiment. Oui, puis, vraiment. Si je ne m'abuse, je pense aussi que les gens qui nous accompagnent aussi à la table, vous avez fait une différence aussi dans leur vie. Je pense que c'est important de leur céder un peu la parole, nos vedettes un peu de la journée. C'est leurs histoires qu'on peut entendre. Absolument, oui. Puis tantôt, vous le disiez, hein, même dans la marche, dans vos événements, vous les mettez aussi en valeur, ces gens-là, parce qu'ils sont hyper importants. On a avec nous Magali Aubin. Bonjour, merci d'être là, merci d'être avec nous. Et on a aussi Mme Nicole Robert, qui nous le disait tout à l'heure, hein, quand on embarque dans ce soutien-là, dans ce rôle de proche aidant-là, on n'est pas toujours conscient. On fait ça parce que pour toutes sortes de raisons, vous avez été infirmière, vous le disiez, hein, ça fait partie de votre vie et aujourd'hui, vous êtes une proche aidante dans différentes sphères. Oui. Ça fait longtemps que vous jouez ce rôle-là dans votre vie. Comment ça a commencé, cette histoire de proche aidant? En fait, ça a commencé en 2007. J'ai une nièce qui demeurait en Écosse. Pas en Nouvelle-Écosse, en Écosse. À cette période-là. Et elle n'était pas encore mariée à cette période-là. Et on lui a dit qu'elle avait un cancer Hodgkin, non-Hodgkinien. Donc, elle a appelé ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Et c'est sûr qu'eux autres étaient effondrés. Tout de suite après, elle m'a appelé pour me dire « Ma tante, peux-tu aller consoler mes parents? Ils doivent être défaits. » Donc, tout de suite, je suis traversée de l'autre côté, puis il y en avait quasiment le souffle coupé. Là, pour eux autres, là, écoutez, elle était en Écosse, c'était à l'autre bout du monde. Là. Puis là, c'était le cancer qu'elle avait. On lui avait dit qu'elle aurait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, bon, tout ça, là, c'était épouvantable. C'est ça. Donc, il fallait que mon beau-frère, ma belle-sœur s'organisent pour aller la rejoindre
En Écosse. C'est la décision qu'ils ont prise C'est ça. d'aller là-bas. Donc, ils se sont retournés vite, ils sont partis là-bas. Et tout le temps qu'ils ont été là-bas, ma nièce me téléphonait ou téléphonait à une de mes filles, là, qui est infirmière elle aussi. Elle pouvait nous appeler à n'importe quelle heure du jour. Pour elle, il y avait 6 heures de décalage, mais elle ne pensait pas. Donc, des fois, elle nous appelait, puis pour nous autres, il était peut-être 1 heure du matin, pour elle, il fallait la rassurer parce que la cortisone la rendait super excitée. Ensuite, il y avait la constipation, il y avait ci, il y avait ça. Ma tante, qu'est-ce que je fais avec ça? Ma tante, tu sais, ma tante. Donc, ça a commencé comme ça, puis c'est comme ça aussi, j'ai commencé à être bénévole pour eux autres, là, pour la Société c'est ça, la même année. Et dans la même période, tu vois, elle a eu son cancer en janvier, ses traitements ont été au printemps, et elle s'est mariée en juillet. Ah oui? En juillet, avec une prothèse, là-bas aussi, ils ont des prothèses, là, en Écosse, mais elle s'est mariée entre 2 traitements de chimio, là, pendant qu'elle avait un petit répit là, entre les 2. Ensuite, l'année suivante, 2008, c'est ma plus jeune sœur qui a eu un cancer du sein. Donc, 2 ans plus tard. Pardon? Un an plus tard? Oui, en 2008. OK. Donc, en 2008, elle aussi est à l'extérieur, était à Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est pas loin, mais quand même. Donc, elle appelle, moi je suis absente de la maison. Quand je reviens, mon mari me dit Claudine a téléphoné. C'est épouvantable, elle a le cancer. Là, elle voulait te parler, mais t'es pas là. Fait que je la rappelle. Là, elle refuse de me parler, elle n'est pas capable. Donc, elle me dit, elle me fait dire par son mari, je te rappelle dans quelques heures. Elle m'a rappelé, je pense, 3 jours après. Parce qu'elle n'était pas capable. Sous le choc. C'est ça, elle était sous le choc. Puis elle me disait, l'annonce qu'ils font là, à la télévision, quand tu le sais, tu tombes sur le dos, c'est vrai. C'est unanime. Elle dit, c'est vrai, maman. Ma tante, Nicole, a dit, je suis tombée à la renverse. Et ce que Sylvie disait tantôt, quand elle parlait de la marche, l'année suivante, j'ai fait la marche avec elle comme aidante, parce que son mari ne se sentait pas capable, donc j'ai fait la marche avec elle. Le premier tour qu'on a fait, on a pleuré tout le long. Puis mon mari et son mari, sur le bar, applaudissaient et pleuraient eux autres aussi, là, tu sais, J'en ai des frissons. Puis là, après ça, elle m'appelait régulièrement, ou moi, je l'appelais. Mais elle était tellement positive que ça s'est bien passé, plus qu'avec ma nièce. Là. Tu sais, j'avais trouvé ça plus difficile avec ma nièce qu'avec elle. Aussi, peut-être. Là, oui, on se voyait régulièrement. Puis en plus, elle était positive, puis elle disait tu vas voir, c'est rien, ils vont l'enlever. Puis elle a eu de la radiothérapie, elle était très fatiguée, mais elle n'avait pas les autres symptômes. Là, elle n'a pas perdu ses cheveux, tout ça. Puis bon. Donc, cette étape-là s'est passée. On est en 2008. 2010, début 2010, c'est mon mari. En le regardant, je vois qu'il y a un petit bouton ici. Là, je laisse faire. 2 jours après, le bouton est plus gros. 3 jours après, il est très gros. Il grossit. Et aussi rapidement. Oui, c'est venu là, à peu près gros comme ça dans l'espace de 2 semaines. Donc, on a vu un médecin, un otorhinolaryngologiste, qui l'a opéré la semaine d'après. Il lui a enlevé, mais il n'y a pas eu de traitement, là, lui, ni chimio, ni radiothérapie. Il l'a enlevé complètement. Ça, c'est début janvier. Madame Robert, j'ai l'impression que... On va être obligé de revenir après la pause. Je veux la fin de ça. Oui, on va revenir après la pause. Puis j'ai l'impression que quand on dit que ça touche beaucoup de gens, vous, en tout cas, ça fait partie vraiment de votre réalité. Les gens ont besoin d'une écoute, hein, puis d'un support, d'être soutenus dans tout ça. On va aller à la pause, puis au retour, on poursuit sur votre histoire et on va aussi entendre Magali Aubin dans sa réalité à elle. Alors, on le disait tout à l'heure, beaucoup de gens sont touchés
tantôt on s'en est parlé, 1 personne sur 2 va être touchée par le cancer. Donc, et Madame Robert, avant la pause, vous nous donniez l'exemple de votre réalité. Effectivement, beaucoup de personnes dans votre entourage que vous avez accompagnées et que vous accompagnez encore. Vous nous parliez de votre mari. C'est ça, mon mari qui a eu le cancer en 2010. Ensuite, c'est un de mes beaux-frères en 2012. Donc, lui, je ne l'ai pas vraiment accompagné, mais j'ai accompagné son épouse qui était l'aidante parce que c'est elle, quand elle n'en pouvait plus, elle me téléphonait, tout ça. En 2015, ma sœur, qui avait eu son cancer en 2008, a eu un garçon de 39 ans qui est décédé d'un cancer généralisé. Donc, elle me téléphonait, je l'aidais. J'étais son aidante, qui était aidante elle aussi. Donc, j'ai été aidante de 2 façons. Et actuellement, bien, c'est mon mari qui a une récidive de son cancer de la peau, là, qui va être opéré prochainement, là. Donc, on peut aider la personne qui est atteinte ou aider, supporter la personne qui en aide une autre aussi. Là. C'est ça. Puis des fois, c'est plus difficile. J'ai trouvé ça plus difficile d'aider ma sœur qui devait accompagner son garçon que l'accompagner elle-même. Ah oui, hein? Oui, parce que pour elle, là, c'était vraiment catastrophique de voir que son garçon de 39 ans, qui avait 4 enfants, était pour décéder, tandis qu'elle était positive. Oui. Pour elle, face à elle, elle se sentait peut-être plus combattante, tout ça, mais face à son enfant, on se sent souvent impuissant. Puis on peut en parler avec Magali, parce qu'elle le vit, cette situation-là. Oui. Elle le vit présentement dans votre réalité. C'est ce qui se produit avec Juliette, qui a eu ce diagnostic-là il y a quelques temps. En fait, ça fait déjà... On a eu le diagnostic en juin 2016, le 3 juin. Puis, à l'époque, elle avait 4 ans. Elle a eu 5 ans au mois de septembre suivant. Mais non, c'est vraiment... c'est tout chamboulé. C'est comme une tornade, en fait. Juliette, elle a eu... en novembre 2015, elle avait comme on dirait un ecchymose qu'elle avait eu à la garderie. Puis on s'est dit... Oui, mais c'est ça. C'était comme un petit bleu qui apparaissait au-dessus de l'œil. Puis, as-tu eu un coup à la garderie? Non, tout ça. On demandait à l'éducatrice, rien. Fait que là, 1er décembre, je dis à mon conjoint, j'ai dit, ça part pas, c'est pas normal. Tu sais, ça, c'était fin novembre. J'ai dit, en ecchymose, à un moment donné, ça part, ça disparaît. Fait qu'on s'est donné comme tout le mois pour voir. Puis là, ça progressait, mais tu sais, lentement. Puis au retour des fêtes, au mois de janvier, j'ai dit, non, là, je m'en vais au sans rendez-vous. J'ai dit, c'est pas normal. Là. Puis tu sais, ça grossissait, mais tu sais, pas catastrophiquement. Puis bon. Pas 3 jours, 2 jours, là, aussi rapidement ou visiblement. C'est ça. Puis bon, le médecin, elle touche, puis elle dit, ben là, elle dit, ça bouge. Fait qu'elle dit, je m'inquiète pas, mais on va vous passer une échographie. Fait que l'échographie au mois de février. Il n'y a rien qui ressort de tout ça. Elle m'appelle le médecin, bien, elle dit, on ne sait pas c'est quoi, mais elle dit, je vais vous envoyer faire... Tu sais, elle a quand même été très prévenante, là. J'en remercie. Elle dit, on va vous passer un IRM. Donc ça a été fin mars. IRM, il n'y a rien, c'est pas la masse n'était pas attachée à la boîte crânienne, ça c'était la bonne nouvelle, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc ils nous réfèrent en dermatologie à Sainte-Justine, vu que c'est au niveau de la peau. Puis là, on a passé la biopsie. Pendant tout ça, l'inquiétude ou bien non, parce que c'était tout le temps... Tu sais, les médecins nous rassuraient, bien, on ne sait pas c'est quoi, mais ça n'a pas l'air inquiétant, c'est peut-être une masse de chair ou à la limite, on l'enlève. Moi, c'est ça. À la limite, on l'enlève, puis ça finit là. Puis là, la biopsie, elle a été faite le 20 mai. 10 jours plus tard, j'ai reçu un appel à l'école. Puis le dermato, il me dit là, il dit, je vous ai pris un rendez-vous le lendemain en hémato-oncologie à Sainte-Justine, puis vous ne voulez vraiment pas le manquer. Je dis non, on va y aller. Mais moi, j'ai comme pas... Là, j'ai dit, oncologie, ça, c'est le cancer. Oui, mais tu sais, on va juste approfondir, mais il savait probablement, il ne peut pas m'annoncer ça au téléphone. Non. Fait que... Ou là, il y a des lumières qui allument. Oui, il y a des petites lumières qui ont allumé. Là, on est parti. Moi, j'ai 2 autres filles. J'ai une fille de 8 ans, puis une fille à l'époque, elle avait même pas 2 ans. Fait que là, fait garder les 2 autres, monte à Montréal, va coucher chez mon frère. Puis le lendemain, c'était des tests. Toute la journée, ça a été des tests. Puis le 3 juin, bien, le médecin nous annonce ça. Puis là, j'ai ma Juliette qui était assise dans le bureau, mais sur le petit lit, avec l'iPad. Puis là, elle me regarde, puis on pleurait. Puis là, je suis c'est correct. Je sais pas pour vous dire. C'est ça, il faut être fort. C'était terrible. C'est ça, hein, parce qu'on est détruit en dedans, mais il faut rester fort, au moins montrer qu'on est fort pour les enfants. Oui. Puis là, le médecin nous parlait, puis là, je regarde mon chum, c'est sûr qu'il écoute. Moi, je n'écoutais plus. Là. Elle nous l'a dit, 5 on
on retient 5 de l'annonce, de l'information qu'ils nous donnent à ce moment-là. Puis mon conjoint il me regardait, puis il disait, c'est sûr qu'elle écoute. Fait que Les deux, finalement, mais c'est tellement, tantôt on le dit, l'inconnu, c'est tellement dur sur le coup, hein? Puis probablement qu'il y a des mécanismes qui embarquent puis qui font faut qu'on se protège de ça, cette annonce-là. Puis Juliette, elle, comment, justement, même au cours de l'année, là, quand vous investiguiez tout ça, son état, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien non, aucun signe de fatigue ou non, tout ça? Bien, on l'a vraiment pris très, très de bonne heure, je crois. Okay. Ça a été vraiment appris parce que si c'était localisé, les cellules ont été localisées, puis donc c'est pour ça que, tu sais, 2 jours avant, elle jouait au soccer, on était à sa pratique de soccer. Là. Ah, ouais. Puis le lundi suivant, on rentrait à l'hôpital. Du jour au lendemain, ta vie, elle bascule complètement. Oui, vraiment. Puis je pense que vous avez dû quitter votre emploi aussi. Vous étiez enseignante. Oui, je t'en arrêt. Bien, c'est ça, l'année vient de finir. Probablement l'année suivante, on va voir, Juliette, comment que ça va aller à l'école. Elle va commencer sa première année comme tout le monde, puis c'est ça, on va voir comment ça va se passer. C'est important aussi de le mentionner parce que c'est votre fille qui a le cancer. Puis vous jouez le rôle de proche aidante auprès de votre fille. Souvent, les gens vont penser que, on peut pas être proche aidante de sa fille. Voyons, c'est sa fille. Ouais. Mais quand ce rôle-là, il est plus naturel, qu'on prend soin à cause d'une maladie, alors là, c'est le rôle de proche aidant qui prend le relais, tu sais. Mais les proches aidants, ils oublient qu'il faut qu'ils prennent soin de soi. Pour être capable de bien aider la personne malade, il faut qu'ils prennent soin d'eux en premier lieu. Puis quand c'est les proches aidants immédiats, ils oublient tout ça. Donc, l'importance d'avoir un aidant deuxième niveau, je ne sais pas comment l'appeler, comme Nicole le disait tantôt, aider l'aidant, cette personne-là permet de dire, regarde, va te reposer un peu, là, va faire plaisir, va prendre une marche. C'est facile à faire, mais très difficile. C'est ça, c'est très difficile. Mais oui, on est vraiment bien entourés. Là. Ma famille, mes parents, mes beaux-parents, ma sœur, mon frère, quand on monte à Sainte-Justine, des fois, on va coucher chez lui. Donc, là-dessus, on est vraiment bien entourés. Mais non, c'est difficile de décrocher. Oui, hein. D'oublier, de faire comme bon, si... je pense qu'on ne pourra jamais oublier. La culpabilité qui embarque. Oui, ben oui. On prend pas bien soin, on n'est pas là, on prend congé. On prend une petite demi-heure pour soi, puis la culpabilité rentre de dire je suis pas à côté, elle est malade. Oui, c'est ça. Le plaisir, l'envie d'eux, hein, on dirait que c'est probablement mis dans une petite boîte, puis on y reviendra un jour. Là. On y reviendra. Parce que aussi, vous êtes mère de famille, il y a Juliette, il y en a 2 autres. Oui. Il ne faut pas les oublier non plus. Il ne faut pas les faire sentir que Juliette, c'est la seule qui est importante. Hein. Les 2 autres aussi sont importants. Bien qu'ils doivent quand même comprendre un peu la situation. Ils ont des besoins eux aussi. C'est normal. Ça a été une grosse période d'adaptation, je dirais. Oui, hein? Adaptation, tantôt on disait, c'est comme une espèce, ça chamboule tout, c'est comme un tremblement de terre. Tout le monde a à se retrouver dans ça, j'imagine. En fait, quand on a eu l'annonce, là, on rentrait pour 32 jours d'hospitalisation à Sainte-Justine. Donc là, mes 2 autres filles, bien là, la première semaine, c'était mes parents qui gardaient. Mais là, elle allait encore, tu sais, ça a vraiment été, là, on se voyait juste par FaceTime. Comment ça, on est juste sur l'écran, puis tu sais, ça a été difficile. L'autre semaine, ça se posait de mes beaux-parents, puis c'est ça, je disais à mon conjoint, je dis là, ça sert à rien d'être 2 à l'hôpital. Là, il y en a 2 autres à la maison. Fait que 2 jours, il y en a un qui restait 2 jours à Sainte-Justine, l'autre était à Trois-Rivières, puis après, on changeait 2 jours, 2 jours. Comme ça. Parce que sinon, c'est ça. Il y en a 2 autres aussi, là, qui ont besoin. C'est ça. Qui ont des vies aussi, hein? C'est ça. Vous en voyez souvent des histoires comme celle-là? Ça touche des familles, ça ébranle des familles. C'est ça la réalité du cancer aujourd'hui? Le cancer a une très grande répercussion à tout ce qui est l'entourage. Ce qu'on oublie souvent. On oublie souvent les aidants. Oui, la personne malade est très importante, je ne la mets pas de côté, mais on oublie les gens autour de ça. Si vous aviez un conseil à donner, ce serait vraiment au prochain aidant de ne pas s'oublier dans tout ça. De ne pas s'oublier soi-même, même si je suis consciente que c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais pour être capable de bien aider la personne malade, il faut commencer par s'aider soi-même et prendre soin de soi-même. Et c'est difficile aussi pour certaines personnes en plus parce que les personnes malades souvent vont faire un peu de manipulation, c'est-à-dire ils veulent avoir exclusivement leur conjoint ou leur enfant. Eux, ils ont de la misère à accepter qu'il y ait une autre personne qui vienne les aider. Fait, c'est très difficile pour les aidants. Je parlais de culpabilité tantôt, là. C'est fort, ce sentiment-là, pour les aidants. Je pense que la chose la plus importante, peut-être, là, c'est de conseiller à l'aidant d'avoir un aidant.
C'est ça qui est important. Quelqu'un sur là. qui il peut compter. Oui, parce que moi, comme infirmière, je travaillais aux soins à domicile. On avait beaucoup de soins palliatifs. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, moi, je veux mourir à la maison, je veux pas que tu m'envoies à l'hôpital, puis promets-moi de pas m'envoyer à l'hôpital, puis tout ça. Puis quand on y allait, nous autres, comme infirmières, puis qu'on regardait un petit peu la situation de la famille, on leur demandait, est-ce que vous êtes seul pour en prendre soin? Des fois, il y en a qui disaient, oui, ma famille est toute à l'extérieur, puis tout ça. Fait qu'il fallait essayer de faire comprendre à la personne atteinte que ça serait peut-être pas toujours possible jusqu'à la fin. Parce qu'il faut que la personne ait un répit, elle aussi, à un moment donné. Là. C'est pour ça que ça prend au moins une deuxième personne qui peut suppléer ou qui peut simplement, comme moi je faisais avec mes sœurs, tu sais, ils m'appelaient pour défouler. C'est ça. L'écoute, oui, juste en parler, j'imagine que ça peut... Parce que le deuxième aidant, lui, il est là pour écouter. Oui, c'est ça. Puis laisser pleurer l'autre, tu sais. Moi, je leur disais, pleure, là, tu sais, laisse-toi aller, pleure, ça va te faire du bien, ça baisse la pression, tout ça, là, tu sais. Les faire pleurer, mais les faire rire aussi. Oui. Vous aviez, au départ, dans l'émission, vous avez parlé d'un site Internet, vous avez parlé d'une ligne téléphonique, vous avez parlé de groupes de soutien. On peut retrouver tout ça en ligne. Sur cancer.ca cancer.ca. ou en téléphonant au 1-888-939-33. On est là pour tout le monde. Le numéro va apparaître à l'écran, site Internet aussi. L'émission tire à sa fin. On peut simplement vous dire merci d'avoir partagé vos histoires, d'être venu aujourd'hui, parler de cette réalité-là. On sait que c'est pas facile. On ne sait pas toujours quoi dire aux gens qui vivent cette situation-là, mais peut-être juste dire qu'on est avec vous autres puis que merci à des organisations comme la Société canadienne de cancer. Alors, on va pouvoir poursuivre peut-être, nos discussions, mais vous, à la maison, suivez-nous pour une autre émission de Un aidant, une histoire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.